Le sable, c'est du métal. Surprenant, n'est-ce pas? Le minerai de titane constitue un véritable paradoxe de la nature. Une résistance extraordinaire pour les produits finis se cache dans des gisements friables d'ilménite et de rutile qui affleurent sur les rivages d'anciennes mers et le long des lits de rivières. Direction la plage. Ou plutôt, découvrons comment on extrait le minerai de titane et ce qu'on en fait. Ce métal occupe le 9e rang des réserves de l'écorce terrestre, mais son obtention à l'état pur reste l'un des procédés technologiques les plus complexes et les plus coûteux. Aujourd'hui, les alliages de titane constituent l'épine dorsale de l'aviation moderne et l'espoir de la médecine. Mais tout commence par le travail de fibres géantes qui tamisent des millions de tonnes de sable à la recherche du grain noir d'un minéral précieux. L'origine géologique des gisements de titane est liée à l'érosion des massifs granitiques et basaltiques. Durant des périodes prolongées, l'eau et le vent ont usé les roches, lessivant les minéraux les plus légers et concentrant les grains lourds d'ilménite. C'est ainsi que se sont formés les gigantesques placés littoraux, qui constituent aujourd'hui les principales sources d'extraction. L'exploitation évoque une transformation du paysage à grande échelle. Excavatrices sur chenilles et dragues créent des lacs artificiels à travers lesquels transitent des milliers de tonnes de pulpe. Grâce à la séparation gravitationnelle, où les particules métalliques lourdes se distinguent du quartz léger, on obtient un concentré noir. Ce n'est pas encore du métal, mais déjà une matière première qui recèle le potentiel nécessaire à la fabrication du fuselage d'un avion supersonique. La transformation du sable de titane en métal constitue un parcours éprouvant, impossible à réaliser dans un simple haut fourneau. Le titane nourrit une passion fatale pour l'oxygène, l'azote et l'eau. Toute tentative de le fondre à l'air libre le rend fragile et impropre à l'usage. C'est pourquoi la production de titane exige la création d'un vide ou d'une atmosphère de gaz inerte. La méthode de référence demeure le procédé Kroll, du nom de son inventeur. Le concentré noir est d'abord transformé en tétrachlorure de titane, un liquide volatile et agressif, puis réduit à l'aide de magnésium fondu dans d'immenses cornues en acier sous haute pression. Le résultat de cette réaction est ce qu'on appelle l'éponge de titane, une masse grise et poreuse qui ne ressemble en rien à un métal noble. Ce n'est qu'après une refonte dans des fours à arc sous vide que l'on obtient des lingots purs, prêts pour une transformation ultérieure. L'industrie aéronautique est devenue le principal consommateur de titane, car il est aussi résistant que l'acier, tout en étant 45% plus léger. Mieux encore, le titane est 2 fois plus résistant que l'aluminium, ce qui en fait un matériau idéal pour les zones soumises à de fortes contraintes. Dans les avions de ligne modernes, comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350, la proportion de pièces en titane atteint 50% du poids total. On l'utilise pour fabriquer les trains d'atterrissage, les fixations des ailes et les éléments des pylônes des moteurs. Mais le véritable domaine de prédilection du titane, c'est le cœur du réacteur. Là, la température monte à 600 degrés et au-delà, l'aluminium fond complètement, les composites se désagrègent. Les aubes de compresseurs en titane résistent à ces conditions extrêmes, conservant leur géométrie et leur résistance sous l'effet de forces centrifuges colossales. Sans ce métal, l'aviation à réaction moderne et la conquête de l'espace lointain auraient été techniquement irréalisables. Grâce à sa couche d'oxyde stable, le titane est totalement inerte. Il ne se désagrège pas dans le milieu agressif du corps humain, ne se décompose pas et ne provoque pas de réactions indésirables. Le tissu osseux est capable de croître simultanément dans les pores de la surface d'un implant en titane, créant ainsi un lien solide et durable. Aujourd'hui, les vis en titane, les plaques d'ostéosynthèse et les articulations artificielles sont devenues une chance pour des millions de personnes de retrouver une vie pleine après de graves traumatismes.
En dentisterie, les tiges en titane sont devenues la référence absolue, remplaçant efficacement les racines dentaires. Ce métal devient partie intégrante de sa biologie, ce qui rend son extraction d'autant plus significative. L'ampleur de l'extraction du minerai de titane ne cesse de croître, suivant la demande pour des technologies économes en énergie. Le minerai de titane est la source de production du dioxyde de titane, le pigment blanc le plus répandu au monde. Tout ce que nous voyons autour de nous en blanc, de la peinture sur les murs, au papier en passant par les boîtiers en plastique, des appareils électroménagers, contient une parcelle de minerai de titane. L'exploitation des gisements alluvionnaires nécessite de vastes étendues de terre, ce qui entraîne souvent la destruction de paysages naturels. La réhabilitation des sols après extraction constitue désormais une obligation pour les compagnies minières modernes. Ainsi, sur l'emplacement d'anciennes carrières, sont créés des espaces forestiers et des plans d'eau artificiels, dans une tentative de restaurer la biodiversité. Par ailleurs, le traitement chimique du minerai s'accompagne de la production d'importantes quantités de déchets, tels que les chlorures de fer. Les usines contemporaines mettent en œuvre des technologies de régénération des acides et des circuits fermés de gestion de l'eau, afin de réduire la pression sur l'environnement. L'économie du titane relève du long terme. La construction d'une seule usine de production d'éponges de titane exige des investissements se chiffrant en milliards et des décennies avant d'être rentabilisés. Chaque tonne de métal exige une quantité colossale d'électricité, si bien que les usines s'implantent souvent à proximité de centrales puissantes. Cela crée un lien étroit entre l'indépendance énergétique d'un pays et sa capacité à produire ce métal stratégique. Dans le monde, seuls quelques pays maîtrisent l'ensemble du cycle de production du titane, de l'extraction du sable à la coulée des lingots et à la fabrication des produits finis. Posséder une telle industrie est la marque d'un échelon technologique supérieur. Le minerai de titane joue également un rôle crucial dans la construction navale, notamment pour la création d'engins de plongée profonde et de sous-marins. Le titane résiste à l'eau de mer salée, là où l'acier rouille en quelques années. Son caractère non magnétique rend les navires invisibles à certains types de mines, tandis que sa capacité à supporter des pressions considérables permet aux explorateurs de descendre jusqu'aux fosses océaniques les plus profondes. C'est un métal explorateur qui repousse les frontières du monde accessibles à l'homme, qu'il s'agisse des cieux les plus hauts ou des profondeurs de la fosse des Mariannes. L'avenir du titane est lié au développement des technologies additives ou de l'impression 3D. L'utilisation de poudre de titane obtenue à partir du minerai permet de créer des pièces d'une complexité extraordinaire, impossibles à fabriquer par les méthodes traditionnelles de coulage ou de forgeage. Cela réduit considérablement la quantité de déchets, car avec l'usinage traditionnel, jusqu'à 90% de ce métal précieux peuvent partir en copeaux. L'impression en titane ouvre de nouveaux horizons dans la médecine personnalisée, où l'implant est créé à partir des images individuelles du patient, reproduisant parfaitement l'anatomie de son os. C'est la voie vers une intégration encore plus étroite des technologies dans la vie humaine. L'aluminium ne naît pas dans les usines, ni dans les ateliers rutilants équipés de machines ultramodernes, ni dans les bureaux d'études où l'on conçoit de légers fuselages d'avions. Sa véritable naissance se produit sous une chaleur tropicale insoutenable, au milieu de déserts de poussière rouge et de gigantesques entailles dans la croûte terrestre, là où gisent les bauxites, le minerai principal de ce métal. Lorsque nous tenons en main une simple canette en aluminium, ou que nous admirons la légèreté d'un vélo moderne, nous réalisons difficilement que ce métal faisait jadis partie d'immenses couches de roches sédimentaires, formées il y a des millions d'années sous l'effet d'une érosion agressive.
La bauxite n'est pas un minerai ordinaire. C'est le résultat d'un processus géologique unique qui a transformé basalte, granit et autres silicates en concentré d'oxyde d'aluminium. Ces gisements se forment principalement dans les zones tropicales et subtropicales, où l'alternance de longues saisons des pluies et d'un soleil ardent crée les conditions idéales pour la latéritisation. L'eau s'infiltre à travers le sol, lessivant la silice et autres éléments facilement solubles, ne laissant derrière elle que les composés stables de fer et d'aluminium. Au fil du temps, ces résidus s'accumulent, formant de puissantes cuirasses qui recouvrent de vastes territoires. Les gigantesques gisements de bauxite en Guinée, en Australie, au Brésil ou au Vietnam peuvent s'étendre sur des dizaines de kilomètres, avec une épaisseur variant de quelques mètres à 30 mètres. Ce sont de véritables greniers de la civilisation humaine, sans lesquels notre monde technologique moderne serait tout simplement impensable. L'extraction de la bauxite impressionne par son ampleur. Lorsque ces gisements se situent effectivement près de la surface, ils sont exploités à ciel ouvert. D'immenses excavateurs sur chenilles et des ensembles rotatifs décapent la couche supérieure du sol, mettant au jour la roche rouge ou ocre jaune. Ce spectacle évoque un paysage martien. Les composés ferreux confèrent au minerai sa couleur rouille caractéristique, tandis que les engins qui œuvrent dans ces carrières paraissent minuscules face à l'étendue des strates dégagées. Le processus d'extraction n'est que le début d'un long parcours. Le minerai de bauxite est un mélange complexe de minéraux, dont les principaux sont la gypsite, la beumite et le diaspore. Loin de ne contenir que des composants utiles, il renferme une quantité importante d'impuretés, telles que des oxydes de fer, de titane et de silicium. C'est précisément pour cette raison que le traitement de la bauxite constitue un défi technologique particulièrement exigeant, en ressources et d'une grande complexité. La première étape consiste à obtenir l'alumine, ou oxyde d'aluminium pur, selon la méthode proposée à la fin du XIXe siècle par Carl Joseph Bayer. Cette technologie demeure essentiellement inchangée depuis plus d'un siècle, bien qu'elle soit devenue nettement plus efficace. Le minerai est broyé jusqu'à obtenir une poudre fine, mélangée à une solution concentrée de soude caustique et chauffée dans d'immenses autoclaves sous haute pression. Dans ces géants métalliques se produit une réaction chimique au cours de laquelle l'aluminium passe en solution, tandis que toutes les impuretés indésirables précipitent au fond, formant ce qu'on appelle la boue rouge. Le problème de la boue rouge constitue l'un des défis environnementaux les plus complexes pour le secteur. Cette pulpe alcaline, saturée d'oxyde de fer, nécessite des installations spéciales, les bassins de décantation. L'utilisation de ces déchets exige d'immenses superficies et un contrôle rigoureux, car l'échelle de production de l'alumine se mesure en millions de tonnes par an. D'une tonne de bauxite, on n'obtiendra pas une tonne d'aluminium. Il faut généralement environ 4 tonnes de minerai pour produire 2 tonnes d'alumine, dont on n'extraira finalement qu'une seule tonne de métal pur. Cette faible concentration souligne l'ampleur considérable de l'extraction nécessaire pour satisfaire la demande mondiale. Le marché mondial de la bauxite constitue une arène où s'affrontent grandes multinationales et États. La Guinée, par exemple, détient près d'un quart des réserves mondiales, et ces plateaux rouges représentent une ressource stratégique majeure pour l'industrie planétaire. L'Australie, futur leader en volume de production, démontre comment concilier exploitation minière à grande échelle et réhabilitation ultérieure des terres. Sur les sites d'anciennes carrières, où hier encore fonctionnèrent des machines géantes, on plante aujourd'hui des forêts d'eucalyptus, tentant de restaurer un écosystème endommagé par l'intervention humaine. Après l'obtention de cette poudre blanche pure, l'alumine, débute la seconde étape de la transformation, l'électrolyse selon le procédé Hall-Héroult.
Ce processus exige une quantité colossale d'énergie électrique, raison pour laquelle les usines de production d'aluminium sont implantées à proximité de puissantes centrales hydroélectriques. L'alumine est dissoute dans de la cryolite fondue, à une température avoisinant 950 degrés Celsius. Un courant électrique intense traverse ce bain en fusion, brisant les liaisons entre les atomes d'aluminium et d'oxygène. Le métal liquide se dépose au fond de la cuve d'électrolyse, d'où on le pompe périodiquement à l'aide de poches à vide spéciales. Cette vision d'argent faible incandescent, naissant d'une poudre blanche, constitue le point culminant de tout un processus qui a débuté dans une carrière lointaine, à des milliers de kilomètres d'ici. La logistique joue un rôle critique dans cette industrie. La bauxite est souvent extraite sur un continent, transformée en alumine sur un autre, et le métal fondu sur un troisième. De gigantesques vraquiers sillonnent les océans, transportant des millions de tonnes de minerais, créant une chaîne invisible qui relie les mines tropicales aux centres de production de haute technologie. L'ampleur de cette activité impacte non seulement l'économie, mais aussi la géopolitique, car le contrôle des gisements de bauxite signifie le contrôle de l'avenir de l'aéronautique, de l'industrie automobile et des programmes spatiaux. Ce n'est pas pour rien que l'aluminium est surnommé le métal ailé, mais son chemin vers le ciel commence en profondeur sous terre, dans les couches lourdes et humides de roches argileuses. Il est important de comprendre que les gisements de bauxite ne sont pas illimités, même si leurs réserves sur la planète sont actuellement estimées comme largement suffisantes pour répondre aux besoins de l'humanité pendant plusieurs siècles encore. Toutefois, la facilité d'extraction et la forte concentration d'éléments utiles dans ces strates gigantesques font de ce type de minerai le choix privilégié. Il existe certes d'autres sources d'aluminium, comme les syénites néphéliniques ou les argiles kaoliniques, mais leur traitement est nettement plus complexe et plus coûteux. C'est pourquoi les provinces bauxitiques demeurent les principales cibles d'intérêt pour les géologues et les investisseurs. L'évolution de l'aluminium a parcouru un long chemin, d'un métal précieux plus cher que l'or à un matériau omniprésent dans notre quotidien. À la fin du XIXe siècle, Napoléon III recevait ses invités les plus illustres en leur offrant des couverts en aluminium, tandis que les hôtes de moindre rang devaient se contenter de vaisselle en or. Aujourd'hui, ce métal est devenu symbole d'accessibilité et de fonctionnalité. Mais cette accessibilité repose précisément sur notre capacité à l'extraire à l'échelle industrielle. Sans les gisements gigantesques enfouis sous les plateaux guinéens ou l'Amazonie brésilienne, nous n'aurions ni smartphone, ni bâtiments modernes à haute efficacité énergétique, ni transport léger. L'extraction à une telle échelle modifie inévitablement le relief de la planète. Lorsque des couches entières de roches sont retirées, le régime hydrologique du territoire change. Les conditions de vie habituelles de la flore et de la faune sont détruites. Les normes modernes d'extraction exigent des entreprises non seulement d'extraire le minerai, mais aussi de rendre la terre à la vie. Le processus de réhabilitation préserve la couche arable supérieure. Celle-ci est retirée avant le début des opérations et remise en place après la fin de l'extraction. Cela permet de restaurer les terres agricoles, bien que ce processus de régénération forestière prenne des décennies et ne ramène jamais le paysage à son état d'origine. Le recyclage de la bauxite, c'est aussi une histoire d'énergie. Chaque gramme d'aluminium, ce sont des dizaines de kilowattheures d'électricité cristallisée dans le métal. C'est pourquoi on surnomme l'aluminium la banque électrique. Son recyclage ne nécessite que 5% de l'énergie requise pour la production primaire à partir du minerai. Cela fait de l'aluminium l'un des métaux les plus écologiques à long terme, car une fois extrait des gisements de bauxite, il peut être réutilisé quasi indéfiniment
traversant des cycles de refonte sans perdre ses propriétés. Mais tant que la demande pour ce métal croîtra plus vite que les capacités de recyclage, les carrières géantes continueront de s'étendre, s'enfonçant toujours plus profondément dans la terre rouge à la recherche de ces précieux oxydes. Le travail dans les carrières ne s'arrête jamais, et chaque nouvelle coupe de strates ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du métal qui a transformé le monde. C'est un labeur sans fin, où l'ampleur des tâches correspond à l'ampleur des gisements, et où chaque maillon de la chaîne technologique s'avère crucial pour la réussite globale. La transformation de la bauxite illustre parfaitement la façon dont l'humanité a appris à exploiter les ressources terrestres, métamorphosant une argile d'apparence ordinaire en matériaux stratégiques qui fondent notre ère technologique. Chaque étape de ce processus prolonge logiquement la précédente, composant ainsi le tableau cohérent d'une interaction entre l'homme et la nature, où géants industriels et ressources naturelles évoluent dans un lien indissociable. Chaque année dans le monde, des millions de personnes tiennent entre leurs mains des objets d'un blanc immaculé, sans se douter qu'ils ont commencé leur existence sous forme de simple terre. Mais que diriez-vous si je vous révélais que cette terre fut pendant des siècles un secret stratégique, payé au prix de l'or et convoité par les espions? Comment une argile discrète a-t-elle pu conquérir la Chine impériale, transformer l'Europe et se retrouver aujourd'hui dans le papier, les médicaments et les cosmétiques que vous utilisez au quotidien? Il existe une étape méconnue, presque jamais évoquée, qui détermine si l'argile deviendra d'un blanc inestimable ou restera une simple roche. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret que, pendant des décennies, même les usines ont gardé dans l'ombre. L'histoire de l'utilisation du kaolin et de l'argile en général remonte à la nuit des temps et s'explique par les propriétés naturelles de ces matériaux. L'argile a toujours séduit l'homme par sa plasticité, sa blancheur et sa capacité à durcir lors de la cuisson, ce qui en faisait un matériau idéal pour la fabrication de poteries, de matériaux de construction et d'objets décoratifs dès l'Antiquité. Le kaolin, forme particulièrement pure d'argile, se distingue par sa haute teneur en aluminosilicate et sa teneur minimale en fer, qui lui confère sa couleur d'un blanc éclatant. En Europe comme en Chine, son usage s'est intensifié dès le Moyen Âge. En Chine, le kaolin est devenu la base de fabrication d'une porcelaine fine si précieuse qu'elle s'exportait sous forme d'objets de luxe dans le monde entier. Sa blancheur et sa texture délicate permettaient de réaliser des pièces vernissées et homogènes, sans équivalent parmi les autres matériaux. En Europe, dès le XVIIe siècle, le kaolin a commencé à être utilisé pour la fabrication de services en porcelaine. Puis, à l'échelle industrielle, il est devenu un composant clé pour l'industrie papetière et céramique. Concernant son utilisation moderne, la découverte des technologies de broyage, de sédimentation et de blanchiment chimique a permis de transformer le kaolin en une poudre fine d'une blancheur élevée et aux propriétés stables. Cela a rendu possible son emploi, non seulement dans la porcelaine, mais aussi comme charge et revêtement pour le papier, qui devenait ainsi glacé, ainsi que dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques, où la pureté, la capacité d'absorption et l'innocuité du matériau sont essentielles. Chaque année, le marché mondial du kaolin fournit une quantité considérable de matières premières, extraites de carrières à ciel ouvert, situées dans des gisements à forte teneur en aluminosilicate. L'extraction commence par la préparation du site minier ou de la carrière, où l'on retire la couche superficielle du sol, le bois et les pierres. Puis l'on met à nu les gisements d'argile kaolinique, situés à une profondeur considérable. De puissantes excavatrices et des camions spécialisés
transporte la matière première vers les sites industriels pour un premier nettoyage. À ce stade, on élimine les impuretés grossières, telles que les pierres et les inclusions organiques, et l'argile est acheminée vers l'étape suivante de broyage mécanique. Après l'arrivée de la matière première à l'usine, on la divise d'abord en morceaux d'une taille pratique pour le traitement ultérieur. Les gros blocs sont retirés ou broyés à l'aide de concasseurs primaires, ce qui permet d'obtenir un matériau de taille moyenne, facilement acheminable vers les étapes suivantes du traitement. Cette phase est d'une importance capitale, car la granulométrie détermine l'efficacité du broyage ultérieur, de la sédimentation et de la purification chimique. Une attention particulière est portée au contrôle du flux de matières premières, afin d'éliminer la présence de grosses inclusions étrangères, telles que des pierres, ou des fragments de matières organiques, susceptibles de s'y être introduits lors de l'extraction. L'étape suivante consiste en un broyage fin du kaolin, jusqu'à l'obtention d'un état poudreux, indispensable pour atteindre une homogénéité et une blancheur élevée. Pour ce faire, on utilise des broyeurs à boulets, ou des concasseurs à disque, qui fonctionnent en plusieurs cycles successifs. Dans les broyeurs à boulets, des cylindres rotatifs contenant des billes métalliques ou céramiques réduisent l'argile à la fraction souhaitée, en assurant une répartition uniforme de la taille des particules. Les concasseurs à disque permettent un broyage et une fragmentation supplémentaire des particules, tout en aidant à ameublir le matériau et à éliminer les grumeaux résiduels. Après cette étape, le kaolin se transforme en un matériau fin, presque poudreux, qui présente une structure homogène et une plasticité optimale pour les opérations technologiques suivantes. La poudre de kaolin préparée est dissoute dans l'eau, formant une suspension épaisse qui est dirigée vers l'étape de sédimentation. Dans des réservoirs spéciaux, sous l'action de la gravité, s'opère une séparation des particules selon leur densité. Les impuretés plus lourdes, telles que le sable, les petits cailloux ou les résidus métalliques, se déposent au fond du réservoir, formant un sédiment qui est périodiquement retiré pour être éliminé ou retraité. Les particules plus légères et pures de kaolin restent dans la couche supérieure, où elles sont collectées pour la phase de purification suivante. La sédimentation permet non seulement d'éliminer les impuretés mécaniques, mais aussi de préparer le matériau pour le traitement chimique, augmentant ainsi l'efficacité du blanchiment. Pour atteindre un degré élevé de blancheur et d'homogénéité, on a souvent recours au blanchiment chimique. Cette opération utilise de petites quantités de réactifs chimiques sûrs, notamment des peroxydes ou des acides faibles, qui permettent d'éliminer les impuretés colorées résiduelles, le fer, les matières organiques et autres composés susceptibles d'affecter la couleur et la transparence du produit final. Le blanchiment chimique s'effectue sous contrôle de la température, du temps et de la concentration des réactifs, afin d'assurer une efficacité maximale tout en préservant la structure des particules de kaolin. Après cette opération, la suspension argileuse subit à nouveau une sédimentation pour séparer les réactifs et les impuretés formées durant le blanchiment, puis le matériau est lavé à l'eau pure, éliminant les résidus de réactifs et renforçant la sécurité du produit pour son utilisation dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Le kaolin est ensuite séché et tamisé afin d'obtenir une poudre homogène de granulométrie définie. La sélection de la taille des particules revêt une importance capitale. Les fractions fines confèrent au papier brillance et lissé, tandis que les particules plus grossières sont utilisées dans la fabrication de la porcelaine pour améliorer la plasticité de la pâte. Le contrôle technologique à chaque étape comprend la mesure de la couleur, de la densité, du taux d'humidité et de la composition chimique, ce qui permet d'assurer une qualité constante du produit. Les principaux domaines d'application du kaolin témoignent de sa polyvalence. Dans l'industrie papetière,
Il sert de charge et de couche de surface, garantissant une blancheur éclatante et une meilleure reproduction des images imprimées. Dans l'industrie céramique, le kaolin constitue un composant essentiel des pâtes à porcelaine où il assure blancheur, solidité et plasticité des pièces. Dans l'industrie pharmaceutique et en médecine, le kaolin est utilisé comme absorbant et excipient dans les comprimés, les antacides et les traitements gastro-intestinaux, ainsi qu'en cosmétique pour les masques et les produits nettoyants, grâce à sa capacité à absorber l'excès de sébum et à purifier la peau. Chaque année, l'humanité extrait plus de 300 000 tonnes d'étain, un métal qui a transformé l'histoire aussi profondément que l'électricité ou Internet. Imaginez, quelques grammes de ce métal à l'intérieur de votre téléphone maintiennent ensemble des milliers de contacts microscopiques. Et maintenant, imaginez que sans l'étain, l'âge du bronze n'aurait jamais existé. Mais il y a un secret que l'industrie dissimule soigneusement. Ne manquez pas la suite. Vous découvrirez un fait sur l'étain qui bouleversera votre vision de l'électronique moderne. L'étain n'est pas qu'un simple effet de mode. C'est un métal à l'histoire millénaire, profondément ancré dans le temps. Sa découverte fut une véritable révolution qui modifia à jamais le cours de la civilisation humaine, inaugurant ce que l'on nomme l'âge du bronze. Imaginez, les anciens artisans avaient appris à extraire le cuivre et à en fabriquer des outils. Mais le cuivre était trop tendre. Et voilà que, par hasard ou par expérimentation, ils découvrirent qu'en ajoutant au cuivre fondu un peu d'un autre métal alors inconnu, l'étain, l'alliage devenait incroyablement résistant, dur, plus facile à couler et gardait bien mieux son tranchant. Ce métal, c'était l'étain. L'alliage de cuivre et d'étain prit le nom de bronze. Épée, bouclier, outils, parures en bronze. Tout cela devint soudain accessible, conférant aux civilisations anciennes un avantage considérable. Ce fut un véritable bond technologique qui transforma la guerre, l'agriculture et les arts. L'étain devint si précieux qu'on se battit pour ses gisements, et les routes commerciales menant aux mines d'étain, comme celle de Cornouailles en Grande-Bretagne, revêtaient une importance capitale. Au fil des siècles, l'étain conserva sa valeur. On l'utilisa comme revêtement protecteur contre la corrosion. Le fer blanc, cette fine feuille d'acier étamé dont on fit les boîtes de conserve, en est l'exemple parfait. Il servit aussi à fabriquer des soudures tendres pour assembler les métaux, à produire des miroirs et même à créer des tuyaux d'orgue et des pièces de monnaie. Mais sa véritable renaissance survint au XXe siècle, avec l'avènement de l'électronique. Plus de 50% de la consommation mondiale d'étain revient désormais à ce secteur. Les soudures. Voilà son rôle principal. Votre ordinateur, votre smartphone, votre télévision. À l'intérieur, des milliers de composants électriques sont reliés entre eux. Ces connexions sont réalisées grâce à la soudure, le plus souvent un alliage d'étain et d'autres métaux. Par exemple, du plomb autrefois, aujourd'hui principalement du cuivre, de l'argent ou du nickel. L'étain convient parfaitement aux soudures, car il possède un point de fusion relativement bas, ce qui permet de le fondre facilement et de former des connexions sans endommager les composants électroniques sensibles. De plus, l'étain mouille les métaux, c'est-à-dire qu'il s'étale aisément sur la surface en créant une liaison électrique et mécanique solide.
Il offre également une bonne conductivité électrique et résiste à la corrosion. L'électronique moderne utilise ce que l'on appelle des soudures sans plomb, ce qui constitue une avancée majeure pour l'environnement. L'étain est le composant principal de ces alliages. Sans connexion soudée fiable, toute l'architecture complexe des circuits intégrés s'effondrerait tout simplement, et votre appareil ne serait plus qu'un amas de composants inutiles. L'étain sert à recouvrir d'autres métaux, notamment le cuivre, sur les circuits imprimés. Cela protège les pistes de cuivre de l'oxydation et facilite le processus de soudure. On l'utilise également pour revêtir les connecteurs, ce qui améliore leur conductivité électrique et leur résistance à la corrosion. L'étain n'est pas un élément très abondant dans la croûte terrestre. Son principal minéral est la cassitérite, c'est-à-dire l'oxyde d'étain. C'est un minéral assez dense, que l'on trouve souvent dans des gisements alluvionnaires, ce qui signifie qu'il peut être extrait des sédiments fluviaux ou d'anciens rivages marins. Plus de 70% de la production mondiale d'étain est concentrée dans 4 pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud: la Chine, l'Indonésie, le Myanmar et le Pérou. Cela rend le marché de l'étain particulièrement sensible aux événements politiques et économiques dans ces régions. L'extraction de l'étain commence par la phase d'exploration. Les géologues, armés de technologies modernes, mènent des études, des forages et des analyses d'échantillons de sol et de roches afin de localiser les gisements où la concentration de cassitérite est suffisamment élevée pour permettre une exploitation économiquement rentable. Une fois le gisement identifié, son exploitation débute et peut emprunter 2 voies principales selon le type de gisement. La première, et la plus courante, consiste à extraire l'étain des gisements alluviaux. Imaginez, pendant des millions d'années, la cassitérite, arrachée aux roches-mères par l'eau et l'érosion, s'est accumulée dans les lits des rivières, au fond des lacs ou sur d'anciennes berges marines. Il se déposait comme du sable sous forme de placers. L'extraction de ces gisements est souvent moins complexe que celle des mines souterraines. On y utilise d'immenses dragues, de véritables usines flottantes qui aspirent des tonnes de terre et de gravier au fond des cours d'eau. Ou encore des monitors hydrauliques, de puissants jets d'eau sous haute pression qui lessivent les sols des berges ou des flancs de collines contenant de la cassitérite. La masse de roches ainsi délayée passe ensuite par un enrichissement primaire, où des méthodes gravitationnelles, exploitant la différence de densité, séparent la cassitérite de la gangue plus légère. C'est l'équivalent industriel de l'orpaillage, mais à une échelle gigantesque. La seconde méthode consiste à extraire le minerai de gisement primaire, où la cassitérite se trouve directement dans la roche dure. On y exploite alors des mines souterraines traditionnelles, comme pour l'extraction d'autres métaux. Les mineurs forent des tunnels et des trous de mine dans la roche, utilisent des explosifs pour fragmenter le filon, puis des chargeuses récupèrent le minerai et le remontent en surface. Cette extraction est plus coûteuse et complexe, nécessitant un équipement puissant et le respect de protocoles de sécurité rigoureux. Après l'extraction, le minerai, quelle que soit son origine, est acheminé vers l'usine de traitement. Il y est d'abord concassé, puis broyé en une poudre très fine dans des broyeurs, afin de libérer les cristaux de cassitérite de la roche environnante. Différentes méthodes d'enrichissement sont ensuite appliquées. La première méthode est la séparation par gravité. La cassitérite étant un minéral relativement dense, on la sépare des minéraux plus légers à l'aide d'eau. Cette opération peut s'effectuer sur des cribles vibrants, des tables à secousses ou des séparateurs en spirale.
La deuxième méthode est la flottation. Pour enrichir davantage le minerai ou séparer la cassitérite d'autres minéraux, on utilise parfois la flottation. La cassitérite adhère sélectivement aux bulles d'air et remonte à la surface sous forme de mousse. Au terme de tous ces procédés, on obtient un concentré d'étain contenant plus de 50% de cassitérite, voire davantage. Ce concentré est ensuite acheminé vers une usine métallurgique pour produire de l'étain métallique pur. Là, le concentré, qui est un oxyde d'étain, est mélangé avec du charbon, qui joue le rôle de réducteur, et des fondants. Les fondants sont des substances qui facilitent la séparation des impuretés. Ce mélange est chauffé dans des fours spéciaux à des températures élevées, généralement autour de 1300 degrés Celsius. À ces températures, le carbone capte l'oxygène de l'oxyde d'étain, libérant ainsi l'étain métallique pur, qui fond et s'écoule au fond du four. Le plomb brut fondu obtenu contient encore des impuretés d'autres métaux. Il passe donc par une étape cruciale supplémentaire, le raffinage. Il peut s'agir d'une purification thermique, où le plomb est chauffé à des températures précises pour que les autres métaux se séparent ou remontent à la surface. Ou plus fréquemment, d'un raffinage électrolytique qui permet d'atteindre une très haute pureté de l'étain. Une haute pureté, c'est-à-dire quasiment 100% dans ce cas, vous imaginez ? Cela s'avère absolument essentiel, en particulier pour l'industrie électronique, où les moindres impuretés peuvent affecter la conductivité électrique et la fiabilité des composants. Et si je vous disais que l'éclat de votre voiture, de vos appareils électroménagers et même des gratte-ciel cache l'un des secrets les plus dangereux du monde chimique? Le métal que nous voyons chaque jour dans son reflet miroir commence son voyage dans les entrailles sales de la Terre et peut se transformer en une substance dont même les ingénieurs prennent la fuite. Pourquoi donc l'utilisons-nous encore en toute tranquillité? Et comment, à partir d'un minerai gris insignifiant, naît le légendaire éclat métallique? Regardez jusqu'à la fin, je vous révélerai un fait qui changera radicalement votre perception du chrome. Le chrome est le véritable directeur artistique du monde chimique. Une célébrité métallique qui adore l'attention et la brillance. C'est lui qui veille à ce que vos couverts ne se transforment pas en horreur rouillée et à ce que votre moto ait l'air tout juste sortie d'un atelier du futur. Un vrai dandy métallique, mais pour accéder à son essence élégante, il faut traverser tous les cercles de l'enfer industriel. Son nom d'ailleurs vient du grec chroma, qui signifie couleur. Et il porte bien son nom, car ses composés sont un véritable feu d'artifice. Du pigment jaune éclatant, dont on peignait autrefois les autobus scolaires, au vert intense utilisé dans les peintures. Il est littéralement le père de toutes les couleurs, tout en préférant arborer sa tenue blanc argenté, ultra tendance au lustre étincelant. C'est comme une célébrité qui dissimule sous le fond de teint et les paillettes le fait qu'au petit matin, elle ressemble à nous tous, grise et misérable, et que seul le travail acharné de l'industrie chimique en fait une star. Mais revenons à la poussière et au drame. Ce magnifique séducteur est l'enfant de l'haltérophilie. La plupart de ces gisements, un véritable trésor de minerais de chrome, sont cachés profondément dans les entrailles de la Terre. Et savez-vous qui est le principal fournisseur de cet éclat? L'Afrique du Sud, mesdames et messieurs. C'est la véritable Mecque pour les amateurs de chrome, où des machines gigantesques, telles des dragons métalliques affamés, dévorent la roche. L'extraction de la chromite n'est pas une promenade de santé. C'est une affaire sale, gourmande en énergie et très sérieuse. Le chrome ne traîne pas en surface. Il exige qu'on descende jusqu'à lui, qu'on le creuse, qu'on le broie.
Et ce n'est qu'ensuite qu'on commence à le persuader de livrer son éclat. Le minerai ne ressemble en rien au pare-choc polyfinal. Il est gris, rocailleux et, pour être honnête, absolument quelconque. C'est comme voir une star d'Hollywood sans maquillage, à peine sortie du lit. Un peu choquant, mais c'est la réalité. Après l'extraction commence le plus intéressant, la transformation du minerai en ferrochrome, un alliage de fer et de chrome, qui est la principale forme de transport du chrome pour l'industrie. Cela se fait dans d'immenses fours à arc électriques, où la température est si élevée qu'elle ferait s'évaporer jusqu'à votre rêve le plus audacieux. Le ferrochrome est une sorte de demi-produit de brillance, et il est absolument crucial pour créer ce qui rend notre vie confortable et esthétique, l'acier inoxydable. Et c'est ici que nous abordons le rôle le plus important de cet élément, son rôle de super-héros anti-corrosion. L'acier inoxydable, c'est essentiellement du fer qui s'est trouvé le gardien idéal. Et ce gardien, c'est précisément le chrome. Lorsque nous ajoutons du chrome au fer, le chrome, tel un véritable gentleman, monte à la surface de l'acier et forme une pellicule passive d'oxyde de chrome, extrêmement fine, invisible, mais incroyablement résistante. Cette pellicule est un bouclier véritablement invincible, qui se régénère instantanément si on l'égratigne. C'est comme disposer d'une réserve infinie de nanopansements, toujours prêts à intervenir. Grâce à cette pellicule, nos éviers de cuisine, nos instruments chirurgicaux, notre vaisselle et même des gratte-ciels entiers ne se couvrent pas de rouille hideuse. C'est là le travail essentiel du chrome, protéger le fer de son plus grand ennemi, et il le fait avec une telle facilité que nous ne remarquons même pas ses efforts. Il est si modeste lorsqu'il protège, mais si brillant lorsqu'il se met en valeur. Mais, comme toute star, le chrome cache un secret ténébreux. Et c'est là que nous enlevons nos lunettes roses, pour comprendre pourquoi la question de l'extraction est sérieuse. Dans sa forme la plus répandue et stable, le chrome possède un certain degré d'oxydation, et constitue généralement un oligo-élément sûr, voire nécessaire à notre alimentation. Mais lorsque le chrome décide de raviver sa jeunesse rebelle et augmente son degré d'oxydation de 3 à 6, il se transforme en véritable méchant chimique, connu sous le nom de chrome hexavalent. Ce personnage est toxique, cancérigène, et nous le connaissons grâce au drame hollywoodien sur Erin Brockovich, qui a lutté contre la pollution industrielle de l'eau par cet élément. Vous connaissez cette histoire ? Dites-nous si elle vous a plu. Le chrome hexavalent n'est pas qu'une simple nuisance. C'est une menace réelle pour la santé des travailleurs dans l'industrie et pour l'environnement s'il n'est pas éliminé correctement. Il se forme dans certains procédés industriels, notamment lors du chauffage. Et c'est là que l'éclat élégant bascule vers un versant très sombre. C'est pourquoi les ingénieurs chimistes et les écologues mènent une lutte constante pour que ce rebelle Pulse 6 reste sous contrôle strict et soit neutralisé en un Pulse 3 inoffensif, avant même de quitter l'enceinte de l'usine. C'est comme garder sous clé le membre le plus imprévisible de la famille pour qu'il ne gâche pas la fête familiale. Enfin, parlons de son rôle le plus brillant, celui de roi de la galvanoplastie. Le chromage électrolytique, ou comme on dit simplement chromage, est le procédé qui transforme un métal ordinaire en objet de luxe. Pensez aux poignées de porte, pare-chocs, jantes, tuyaux d'échappement, robinets de cuisine. Tout ce qui brille et reflète la lumière avec cet éclat métallique aristocratique. C'est une couche très fine, mais incroyablement dure de chrome, appliquée par méthode électrochimique.
Il ne se contente pas d'offrir un aspect fantastique, il rend également la surface résistante aux rayures, à l'usure et bien entendu à la corrosion. Le processus de chromage est souvent assez salissant et complexe, nécessitant un contrôle extrêmement précis, mais le résultat en vaut la peine. Le chrome joue ici le rôle de revêtement brillant final, comme la touche ultime d'un artiste qui transforme son œuvre en chef-d'œuvre. Il s'attribue toute la gloire, alors qu'en dessous se cache parfois un simple cuivre ou nickel. C'est la façade métallique que tout le monde adore photographier. Voilà donc l'histoire du chrome. Il commence son voyage sous forme de minerai peu attrayant dans les entrailles chaudes et poussiéreuses d'Afrique du Sud, exige un processus de purification complexe et souvent dangereux pour abandonner ses habitudes toxiques. Et ce n'est qu'ensuite qu'il revêt son plus beau costume argenté pour devenir le protecteur et le roi de l'éclat dans votre quotidien. C'est grâce à lui que votre cafetière affiche un style moderne et que votre automobile étincelle au soleil. C'est un élément de contraste. Extraction sale, finition élégante, mortellement toxique à +6, bénéfique à +3, protection invisible et éclat aveuglant. Et tout cela pour que nous puissions dire « Oh, regarde comme ça brille !» Alors, la prochaine fois que vous admirerez l'éclat du chrome, souvenez-vous de ce lointain début poussiéreux dans les mines, là où cet éclat est né. Chaque année, l'humanité extrait moins de 200 tonnes de platine, 10 fois moins que d'or. Et pourtant, c'est elle qui fait avancer la civilisation moderne. Elles ne rouillent pas, ne font pas même à une température supérieure à 1768 degrés et est capable de purifier l'air que nous respirons. Oui, peut-être qu'en ce moment même, à l'intérieur de votre voiture, travaille un minuscule morceau de platine, caché dans le catalyseur. Mais comment ce métal précieux parcourt-il le chemin depuis les mines sombres d'Afrique du Sud jusqu'à l'éclat des bijoux et au moteur du futur? Regarde jusqu'à la fin et tu découvriras ce qui changera ta perception de la valeur des métaux pour toujours. Le platine est un élément chimique de numéro atomique 78, qui appartient au groupe des métaux du platine, comprenant également le palladium, le rhodium, le ruthénium, l'iridium et l'osmium. Il est extrêmement rare. Ses réserves dans la croûte terrestre sont bien inférieures à celles de l'or, ce qui le rend exceptionnellement précieux. Le platine ne s'oxyde pas à l'air même à haute température, ne réagit pas avec la plupart des acides et bases. Cela le rend idéal pour une utilisation dans des environnements agressifs. Le platine a un point de fusion de 1768 degrés Celsius. Cela signifie qu'il résiste à des conditions extrêmes. Le platine accélère les réactions chimiques tout en restant inchangé. Cette capacité le rend indispensable dans l'industrie. Malgré sa solidité, le platine se travaille assez facilement, ce qui permet de créer les fils les plus fins ou des bijoux complexes. L'un des domaines d'application les plus importants du platine est la fabrication de catalyseurs pour automobiles. Vous ne le soupçonniez peut-être même pas, mais c'est précisément ce métal précieux qui protège chaque jour l'air que nous respirons. Comment cela fonctionne-t-il? Lorsque le moteur de votre voiture tourne, il dégage des gaz nocifs. Oxyde d'azote, monoxyde de carbone et hydrocarbures imbrûlés. Ces substances sont les principaux polluants atmosphériques, contribuant à la formation de smog, de pluies acides et de problèmes de santé. Le catalyseur est un dispositif spécial installé dans le système d'échappement de la voiture. Sa partie interne se compose de nids d'abeilles en céramique
ou de plaques métalliques recouvertes d'une fine couche de métaux précieux, platine, palladium et rhodium. Lorsque les gaz d'échappement chauffe traversent ces surfaces recouvertes de platine, une réaction chimique étonnante se produit. Les oxydes d'azote se décomposent en azote et oxygène inoffensif. Le monoxyde de carbone et les hydrocarbures se transforment en dioxyde de carbone et eau inoffensif. Sans platine dans les catalyseurs, les émissions de substances nocives des automobiles seraient des dizaines de fois plus élevées. Cette technologie a permis d'améliorer considérablement la qualité de l'air dans les villes du monde entier et constitue un exemple éclatant de la façon dont les matériaux de haute technologie aident à résoudre les problèmes écologiques mondiaux. L'extraction du platine est un processus extrêmement complexe, laborieux et coûteux, nécessitant des investissements importants et l'application de technologies de pointe. C'est l'une des raisons de son coût élevé. Le platine, comme la plupart des métaux précieux, se trouve rarement en forte concentration. Généralement, il est extrait de minerais où il est présent en très faible quantité, souvent seulement quelques grammes par tonne de roche. Le platine se trouve dans des formations géologiques spécifiques, telles que des roches intrusives ultra basiques et basiques, ou dans des gisements alluviaux. Les géologues effectuent une exploration détaillée, utilisant des méthodes géophysiques, des forages et des analyses chimiques d'échantillons pour déterminer la taille, la profondeur et la concentration du minerai. Cela peut prendre des années. Vous imaginez ? Des années. Pour que vous ne respiriez pas d'oxyde d'azote pendant que vous allez au travail. L'extraction souterraine est la méthode la plus courante pour les gisements primaires de platine, car le minerai se trouve à des profondeurs considérables, c'est-à-dire de centaines de mètres à plusieurs kilomètres. On construit des mines, on creuse des tunnels et des galeries. On utilise des foreuses et des explosifs pour extraire le minerai. Ensuite, le minerai est transporté à la surface à l'aide d'ascenseurs ou de systèmes de convoyeurs. Certains gisements, où le minerai se trouve plus près de la surface, peuvent être exploités à ciel ouvert. Cela implique la création d'immenses carrières où la roche est extraite à l'aide d'excavatrices et de camions. Dans certaines régions, le platine est extrait de dépôts fluviaux ou de couches alluviales anciennes. Cela se fait à l'aide de dragues, d'excavateurs hydrauliques ou de méthodes de séparation par gravité, car le platine est plus lourd que la plupart des autres minéraux. Le minerai extrait arrive à l'usine de traitement, où il est d'abord broyé dans de grands concasseurs. Ensuite, le minerai est transformé en poudre très fine, dans des broyeurs à boulets ou à barres, ce qui est nécessaire pour libérer le platine des grains minéraux. La poudre de minerai broyée est mélangée avec de l'eau et des réactifs chimiques spéciaux qui adhèrent sélectivement aux particules de minéraux de platine. Le mélange est intensément agité, en y faisant passer de l'air. Les réactifs avec les particules de platine adhèrent aux bulles d'air et remontent à la surface, formant une mousse. Cette mousse est collectée et la roche stérile est éliminée. On obtient ainsi un concentré contenant une concentration beaucoup plus élevée de platine et d'autres métaux du platine dont nous avons parlé au début de la vidéo. Le concentré obtenu est ensuite traité. Il est fondu dans des fours spéciaux à haute température pour séparer les métaux des impuretés indésirables. Ensuite, suit un processus de raffinage en plusieurs étapes, purification chimique et électrolytique. Cette étape est la plus complexe, car le platine et les autres métaux du platine sont très similaires dans leurs propriétés chimiques, et leur séparation nécessite un équipement de haute précision et des réactifs spéciaux. Chaque métal du groupe du platine, c'est-à-dire platine, palladium, rhodium, ruthénium, iridium, osmium,
est séparée individuellement jusqu'à une haute pureté, soit 99,99% et plus. Après les étapes complexes de raffinage, lorsque le platine a déjà été séparé de ses parents, les autres métaux du groupe du platine, et a atteint une haute pureté, arrive l'étape finale, mais non moins spectaculaire, lui donner sa forme finale. Cela peut être un lingot brillant, de petites granules ou des formes spéciales, prêtes pour une utilisation ultérieure dans les domaines les plus variés. Le processus de création de lingots de platine exige une haute précision et un contrôle rigoureux. Le platine purifié, qui se présente sous forme de poudre ou de petits morceaux, est placé dans des creusets spéciaux. Généralement fabriqués en matériaux céramiques de haute pureté ou en graphite, qui résistent à des températures extrêmement élevées. Ces creusets sont placés dans des fours sous vide ou à gaz inerte, où le platine fond à une température de près de 2000 degrés. La fusion elle-même est un spectacle captivant. Le métal se transforme en un liquide argenté blanc, intensément brillant, qui rayonne dans l'obscurité du four. Lorsque le platine est complètement fondu, il est soigneusement versé dans des moules préalablement préparés. Ces moules doivent également être extrêmement propres et résistants aux hautes températures. On utilise souvent des moules en graphite qui refroidissent lentement, permettant au métal de cristalliser uniformément. Plus de 80% de l'extraction mondiale de platine revient à l'Afrique du Sud. D'autres producteurs importants sont la Russie, le Zimbabwe, le Canada et les États-Unis.